brightest day in blackest night. Determined to beat you at this game. My sight. Let I'm Batman. Booyah. beware my power. Listen. My hopes and dreams travel with you. Permission to come aboard. Bien bonjour les 5 CEOs et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo guide de lecture Aquaman. Alors là vous allez me dire, oh si tu commences à nous casser les couilles avec tes lectures Aquaman, il y a déjà 15 000 vidéos sur la chaîne pour en parler, certes, mais comme vous aurez pu le constater, il y a aussi beaucoup de VO. Et là l'idée avec cette vidéo c'était de faire quelque chose de beaucoup plus concis, de beaucoup plus clair. Voilà, j'espère que ça sera une vidéo rapide, mais ça c'est pas gagné, hein, parce que je me connais. Et on va parler uniquement de ce qui s'est fait chez nos amis d'Urban Comics en VF, voilà, de ce qui est donc facilement accessible dans nos librairies françaises. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai tout classé, ce que j'ai dans ma collection Aquaman, voilà, donc là on a la quasi-intégralité de ce qui existe en papier sur le personnage, hein, on a du TPB, on a de l'issues, on a du format Urban évidemment, et donc l'idée c'était de tout classer par ordre chronologique, donc avec les plus anciens récits, à savoir le Silver Age, jusqu'à ce qui s'est fait dernièrement, notamment Rebirth, la deuxième partie de Rebirth. Et dans ce petit voyage à travers le temps, on saute directement au Bronze Age, on est dans les années 70, et c'est le récit le plus vieux sur Aquaman qu'a Urban Comics à nous proposer. On est évidemment sur La Mort du Prince, voilà. Je mettrai, probablement ici, il y a de la place, voilà, je mettrai tout ce qu'il faut savoir, les informations, la pagination, le prix du bouquin, etc., la date de sortie ou pas, finalement on s'en bat un peu les couilles. Donc, La Mort du Prince, faut que je recontextualise un petit peu ce qu'était le parcours éditorial du personnage à l'époque. Il faut attendre 1962 pour que le personnage ait droit à sa première série. Cette première série, elle va s'arrêter en 1971 après 56 premiers épisodes, et puis faute de vente, eh bien on va décider d'interrompre sa publication tout simplement. Et de là, le personnage va être rétrogradé dans les pages d'un mensuel qui s'appelle Adventure Comics. Adventure Comics et Aquaman, c'est une très longue histoire d'amour, puisque déjà dès l'âge d'or, hein, Aquaman était publié dans Morphin Comics, puis il a été transvasé dans Adventure Comics, et pendant une grosse partie de l'âge d'argent, ces histoires vont être publiées dans Adventure Comics, généralement en dernier récit, à côté d'autres histoires comme Superboy, Wonder Woman, il y avait aussi du Flash, il y avait du Green Arrow, mais la superstar vraiment d'Adventure Comics, c'était le Spectre. C'est lui qui était sur toutes les couvertures à l'époque déjà. Et donc en fin de bouquin, on avait toujours une petite histoire Aquaman, c'était jamais très conséquent. Et puis on a décidé de lui offrir sa série, donc en 62, qui s'arrêtera en 71, 56 épisodes. Après quoi, Blackout, le personnage n'est plus publié en solo. Il faudra attendre 1974 pour le voir revenir, non pas dans sa série, mais une fois de plus dans Adventure Comics, avec l'épisode 435 qui ouvre l'édition Urban Comics. À partir de là, on va avoir plusieurs scénaristes qui vont s'enchaîner. Donc Steve Skitz dans un premier temps, puis Paul Levitz, et enfin David Michelinie et Paul Kupperberg. Paul Levitz, quand il va prendre le personnage en main, tout de suite, il va émettre l'idée que le personnage est psychologiquement pas aussi fort qu'on pouvait le penser sur les décennies précédentes. C'est l'âge de bronze, on va travailler un petit peu au fois les personnages, terminer l'idée du super-héros qui est infaillible. On sent que Aquaman il est fatigué. Il est fatigué parce qu'il a plusieurs casquettes. Évidemment, il est roi d'Atlantide, mais il est également super-héros de la Justice League, quoi. Donc sauveur des océans.
Donc il a du mal à cumuler les deux mandats, si vous voulez, quoi. Et on le sent à travers cette histoire de Paul Levitz qui nous raconte que qu'il commence à douter. C'est le début de ce qu'on va appeler la mort du prince, qui est un arc relativement important dans l'histoire du personnage, qui va se solder par la destruction totale et absolue de ce qui s'est fait pendant l'âge d'argent. Pendant l'âge d'argent, le personnage vivait des jours heureux. Il a rencontré sa nana, Mera, il s'est marié avec elle en 64, il a été nommé roi d'Atlantide, donc il a été couronné, ils ont eu un enfant. Certes, il rencontrait déjà ses premières super menaces à l'époque, Black Manta, Ocean Master, etc. Mais si vous voulez, étant donné qu'on était sur une période estampillée du sceau de l'infamie, le sceau du Comics Code Authority, il s'avère que les enjeux étaient jamais très élevés, quoi. Il n'y avait jamais vraiment de situations graves, de situations d'urgence dans les récits Aquaman. Bref, on peut dire que c'était une période bénie pour le personnage. Et ce qui va se passer pendant les années 70, avec donc notamment David Michelinie et Paul Levitz, ça va être la destruction de tout cela. Le personnage va vivre ses heures les plus sombres. Donc en fait, si vous voulez, cet enchaînement de mauvaises choses pour lui, l'exil, la perte du trône, la perte de sa famille, ça va déboucher sur un personnage beaucoup plus sombre, beaucoup plus renfermé, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus violent. C'est ce qu'on va voir dans les années 90 notamment. Donc voilà, c'est ce qui nous est raconté ici avec la mort du prince. Cet arc est extrêmement important. Je salue la sélection des textes par Urban, qui sont allés chercher plus que le noyau La mort du prince, vraiment l'event, enfin l'arc dans lequel le bébé perd la vie. Urban, ils ont ratissé beaucoup plus large. Ils sont allés chercher tout ce qui se publiait dans Adventure Comics avant la reprise de la série Aquaman, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais en fait, La mort du prince est un tel succès que David Michelinie parvient à faire revenir la série Aquaman à l'épisode 57 pour 6 épisodes, puisque la série se terminera définitivement en 63. Mais voilà. La série s'était terminée en 71 à l'épisode 56, David Michelinie l'a fait revenir en 77, donc 6 ans après, à l'épisode 57, donc c'est un vrai succès qui va malheureusement pas durer. Donc voilà ce qu'est La mort du prince, et Urban décide de ratisser relativement large. Ils vont aller chercher tous les numéros d'Adventure Comics qui ont été publiés avant La mort du prince, parce que toutes ces petites histoires de Paul Levitz et notamment de Steve Skitz, elles vont permettre de mettre en place petit à petit la descente aux enfers d'Arthur. En fait. Vous ne pouvez pas découvrir Aquaman sans passer par la mort du prince, tout comme vous ne pouvez pas découvrir Batman sans passer par un deuil dans la famille. Aquaman, la mort du prince, c'est à Spider-Man ce qu'est la mort de Gwen Stacy par exemple. C'est-à-dire que oui, c'est peut-être des récits d'un autre temps, d'une autre époque, ça a plutôt mal vieilli dans la façon dont sont racontées les histoires, dans certains comics de situation. Je pense notamment à l'interaction qu'a Aquaman avec ses animaux. On est toujours dans un délire très Silver Age typé années 50-60 avec Aquaman qui, pour se libérer d'une cellule dans laquelle il est enfermé, va faire appel à un poisson-ci qui va venir faire un trou circulaire sous ses pieds, tu vois, enfin voilà. Faut bien comprendre que les années 60, comme j'expliquais, c'était une époque bénie pour Aquaman, c'est ce qui lui a permis d'être connu du grand public, parce que en 1967, il a sa propre série animée sur tous les écrans américains, et puis quelques années après, en 72, si je dis pas de bêtises, eh bien on a Super Friends, une autre série animée qui rencontre un très très grand succès et qui met en vedette, entre autres, Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman, etc. Donc en fait, l'âge d'argent, il est très prégnant sur le personnage d'Aquaman, il est très important. Il va inspirer beaucoup d'auteurs des années après, il va même inspirer James Wan pour ses 2 films. Voilà, il y a beaucoup de références au Silver Age, notamment l'utilisation de Topo la pieuvre. On a pu voir Storm dans la bande-annonce de Aquaman and the Lost Kingdom. Enfin voilà. Et c'est pour cette raison qu'il y a encore ce côté un peu loufoque, un peu ingénu des années 60 dans la manière dont sont racontés les événements ici. Ce qui fait que ça va adoucir la situation. Parce qu'en fait, dans le fond, ce qui se passe ici, c'est extrêmement grave. C'est vraiment brutal, quoi. Le mec perd tout. Il perd tout ce qui l'entoure et tout ce qu'il aime. Donc c'est extrêmement brutal dans le fond, mais dans la forme, ça l'est beaucoup moins, parce que c'est raconté avec cette légèreté qu'imposait en fait le Comics Code Authority à l'époque où c'est sorti. Voilà. Mais c'est vraiment un must-have, quoi. Si vous voulez juste vous offrir une bonne aventure Aquaman, sans chercher à aller au-delà, c'est peut-être pas pour vous. Parce que ça a mal vieilli, voilà, dans la narration, par exemple, il y a beaucoup de cartouches, vous savez, roses et jaunes, qui permettent de recontextualiser les faits, beaucoup de répétitions, beaucoup de ficelles extrêmement visibles. Cela dit, ça reste un excellent point d'entrée, parce que ça va vous familiariser petit à petit avec le Aquaverse. Tout le monde est là. De ce fait, ça permet de mettre un premier pied dans l'Aquaverse avec
des intrigues facilement compréhensibles. On n'est pas sur des délires beaucoup plus tarabiscotés ou beaucoup plus alambiqués, comme on va le voir après. Donc pour moi, c'est un très bon point d'entrée, quoi qu'il arrive. Il faut juste savoir faire ce travail de recul. Comme quand vous allez regarder un vieux film des années 60 ou 50, vous savez que ça allait être en noir et blanc, vous savez que vous n'allez pas aller rechercher les effets visuels ou les effets spéciaux dans un vieux film, hein. Clairement pas. Parfois le jeu des acteurs est moindre aussi dans les vieux films, donc vous savez que vous allez devoir faire ce travail de recul pour aller apprécier d'autres choses. Faites ce travail de recul, conditionnez-vous avant, c'est vieux, mais ça a quand même beaucoup de choses à dire et c'est extrêmement généreux, et surtout, je le répète, c'est primordial pour comprendre le personnage. Voilà. Donc un grand merci à Urban d'avoir pris le risque de publier ça. Je pense pas qu'ils en aient vendu beaucoup, je vais être franc avec vous. Mais moi ça m'a permis vraiment, ça a contribué en fait à mon amour pour le personnage que j'ai à l'heure actuelle. Alors après vous allez remarquer que là on est sur une large palette d'issues, de TPB, on n'est que sur de la VO, ce qui signifie évidemment que toute cette période n'est pas couverte par Urban. Cette période, en plus de ça, là où ça me pose problème, c'est que c'est probablement la plus intéressante sur le personnage. Je parle évidemment du Dark Age, les années 80, 90, voilà, avec notamment le run de Peter David qui est devenu mythique au fil du temps. Il n'y a pas que moi qui le dis, évidemment. Voilà. Donc là, il y a peut-être encore un travail, peut-être un coup à jouer du côté d'Urban de ce côté-là. Et comme vous avez pu le constater, on va faire un énorme saut dans le temps parce que de 1978, date de la fin de la mort du prince, on va passer à Sub Diego, qui est une série qui date de 2003-2004. On est sur le 6e volume Aquaman, c'est-à-dire qu'en fait, si on considère les mini-séries de 86 et de 89, et ben on considère en tout et pour tout qu'il y a eu 6 séries Aquaman. Le volume 6, c'est celui qui succède au volume 5 qui est initié par Peter David, Erik Larsen et Dan Jurgens, je vous en ai déjà parlé. Donc là on arrive vraiment au début, milieu des années 2000, 2003, quand ça commence avec hop, cet arc qui est là. Waterbearer, Rick Veitch, Evil Guichette. On est sur un arc en 12 épisodes, on est sur un relaunch de la série Aquaman, donc on recommence à un numéro 1. Et après quoi donc, on arrive à l'épisode 15, puisque l'épisode 13 et 14 sont des épisodes de remplissage scénarisés par Dan Jurgens. Dan Jurgens, c'est un petit peu un bouche-trou, si tu veux. Donc en fait, là, je dis une énorme connerie parce qu'au lieu de parler de John Ostrander, je parle de Dan Jurgens. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mélangé les deux, voilà, excusez-moi. C'est un petit peu un scénariste bouche-trou sur Aquaman. Il a écrit un annual en 99 qui était très mauvais. Là, il écrit 2 épisodes, histoire d'attendre l'arrivée d'un nouveau scénariste entre Rick Veitch et donc ce qui va suivre. Donc on le met sur 2 épisodes. Évidemment, en 2 épisodes, il n'a pas le temps de raconter quoi que ce soit de très intéressant. Donc il va nous donner 2 petits one-shots qui sont sympathiques mais oubliables. Voilà, ça va pas révolutionner le schmilblick. Et donc, épisode 15, arrivée de Will Pfeiffer au scénario, de Patrick Gleason au dessin, avec un arc qui s'appelle en américain American Tidal, enfin en VO, donc le raz-de-marée américain, et qu'Urban a décidé de renommer Sub Diego en référence à la ville qui est l'élément principal de cette intrigue. Aquaman est alors en exil, c'est-à-dire qu'il avait la possibilité de récupérer le trône en Atlantide au tout début de ce volume 6, mais il ne l'a pas fait. Pour des raisons personnelles, Aquaman et le pouvoir, ça fait 2. Voilà. C'est quelque chose qui... Il épouse généralement le pouvoir par obligation, par volonté par moment, mais ça ne dure qu'un temps, et très vite il s'en lasse, et lorsqu'il perd le trône, il a toujours énormément de mal à y retourner. Et en fait, on va retrouver un Aquaman dans son plus simple appareil, épuré en fait, dépouillé de tout le Aquaverse. La ville de San Diego, elle va être littéralement, en tout cas une partie de la ville va être littéralement plongée sous les eaux dans le Pacifique, à la suite d'un terrible raz-de-marée, une terrible catastrophe, un tremblement de terre sans précédent qui va couper la ville en 2. Donc une partie va rester à la surface intacte et celle qui a été détruite, eh bien, elle va sombrer sous les eaux. Et on va se rendre compte petit à petit que y a beaucoup de gens qui ont survécu là-dessous et qui vont tenter de revenir à la surface. Le problème, c'est qu'au moment où ils rentrent en contact avec l'oxygène, avec l'air, ils meurent. Ils tombent raide mort, asphyxiés, comme des poissons hors de l'eau. Et Aquaman va enquêter, va très vite comprendre que tous ces gens qui sont restés dans les décombres de Sub Diego, donc, sont condamnés à vivre sous l'eau. Parce qu'ils ne peuvent plus respirer de l'air. Voilà. 2 rôles pour le personnage dans cette histoire qui est absolument fantastique. Premier rôle, il va jouer l'enquêteur. Voilà, histoire de savoir ce qu'il en est, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui du jour au lendemain étaient des simples habitants de San Diego et qui parviennent à respirer sous la flotte.
Et puis, il se pose également des questions quant au séisme en question. Ce séisme, ce tremblement de terre, il semblait pas tout à fait naturel. Donc il va pousser l'enquête à ce niveau-là. Et puis, autre rôle qu'il va mener ici, c'est celui d'un leader. C'est-à-dire que il va prendre ces gens sous son aileron, sous sa coupe, afin de leur apprendre à vivre en environnement aquatique, en milieu hostile. Il faut bien comprendre que pour de simples humains, ça va être très compliqué de vivre là-dessous, sans électricité, dans le froid, dans l'humidité permanente, enfin sous la flotte, quoi. T'imagines bien que c'est pas un milieu pour nous autres. Donc il va leur apprendre à accepter leurs nouvelles conditions en attendant potentiellement de trouver des solutions viables. Et donc il va les guider. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment que, étant donné qu'Aquaman est dépouillé de son lore, comme j'expliquais, ça va permettre à Will Pfeiffer de vraiment se recentrer sur le personnage. Et je vous le dis, en vous regardant dans les yeux les petits gars, je pense que Will Pfeiffer est le scénariste qui a le mieux écrit Aquaman à ce jour. Je parle pas du Aquaverse, ou le lore d'Aquaman. Pour moi, le meilleur scénariste sur le lore d'Aquaman, ça reste Peter David, ceci est indéniable, avec notamment Atlantis Chronicles, mais en ce qui concerne le personnage en lui-même, je pense que c'est Will Pfeiffer qui me l'a mieux raconté, vraiment. C'est incroyable. Dans l'interaction qu'il va avoir avec les animaux qui l'entourent, vraiment, dans l'interaction qu'il a avec la faune, donc dans l'utilisation première de ses super pouvoirs, de son super pouvoir principal qui est la télépathie aquatique. Je rappelle qu'Aquaman, c'est pas juste un Gugus qui va contrôler mentalement un requin pour lui faire des trucs de fou, tu vois. Ça va au-delà. En fait, Aquaman, il va juste suggérer aux animaux de l'aider. Il va juste leur demander de l'aide, de l'assistance, et ces derniers vont décider de lui obéir parce qu'ils reconnaissent en lui leur souverain absolu. Ça, c'est la méga classe. C'est-à-dire qu'en fait, juste sa prestance et son charisme vont faire en sorte que les animaux lui obéissent. Ça, c'est la putain de giga classe. Et là, Will Pfeiffer s'éclate avec toutes les espèces sous-marines qu'on pourrait rencontrer. Et j'ai rarement vu Aquaman être en aussi parfaite symbiose avec la nature. C'est magnifique. Je vais vous raconter une scène. Je pense que ça décrira beaucoup mieux ce que je suis en train de vous dire. Arthur, il arrive dans les décombres d'une banque et en fait il trouve 5 ou 6 malfrats, là, 5 ou 6 mafieux qui étaient en train d'essayer de faire un braquage, quoi. Donc là forcément il les interpelle. Qu'est-ce que vous faisiez là, bande de tocards? Voilà, je vous ai grillé, donc en fait maintenant vous allez me suivre au commissariat. Bon, je résume le truc, hein, évidemment. Et là t'as un des mafieux qui lance à Aquaman: ah mais mon petit gars, tu pourras jamais nous garder ici éternellement, hein. On est 5 ou 6, dès que tu auras le dos tourné pour aller chercher des renforts, on se fera la malle. Arthur s'avance vers le malfrat qui lui a mal parlé, il le regarde dans les yeux et lui dit: effectivement, tu marques un point, vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je puisse vous garder ici, mais en réalité c'est pas à moi que je pensais pour vous garder ici. Et là à ce moment là il invoque un banc de poissons qui commence à nager en rond, nager en cercle autour des malfrats. Et là, il leur explique. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle à la surface des rascasses. La particularité du poisson rascasse, c'est qu'il est pourvu d'épines. Et si jamais vous rentrez en contact avec une de ces épines, si jamais le poisson rascasse vous touche, le poison qui va se diffuser dans votre sang permettra d'arrêter votre cœur. Voilà. Donc là, je leur ai demandé de nager en cercle tout autour de vous, à quelques centimètres seulement. Mais vous savez, c'est très compliqué pour moi d'expliquer à des poissons des notions de centimètres. Bref, messieurs, sur ce, bonne soirée. Et là, le mec se casse. Est-ce que c'est pas la putain de giga classe, bordel de merde? Est-ce que c'est pas la branlée absolue, ça? Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Quand il fait appel aux animaux, c'est toujours traité de manière extrêmement naturelle. Il est en parfaite harmonie avec la nature. C'est jamais forcé. Chaque situation exige un animal différent. Juste pour éclairer un électricien qui est en train d'essayer de rétablir le courant dans une partie submergée de San Diego, il va appeler des poissons lanternes. Voilà. Tout est comme ça. C'est génial. Et il y a un passage, moi, qui me fait toujours kiffer. J'avais lu ça à sa sortie en 2018-2019. J'avais lu les 2 tomes à leur sortie. Et j'avais de très bons souvenirs du tome 1, vraiment. Pour moi, c'est une des meilleures histoires Aquaman. Le tome 2, c'est plus compliqué, on va en parler. Aquaman va interroger un scientifique à la surface. Ce passage, il est magique. Qu'il soupçonne d'être au courant de beaucoup de choses. Concernant le séisme, concernant la capacité des habitants de San Diego à respirer sous l'eau. Donc, il va lui rendre une petite visite.
Donc là, on est chez le scientifique. Hop, je sais pas si vous voyez bien ici. On est chez le scientifique, vous voyez. Avant qu'Aquaman n'arrive dans l'appartement. Regardez le mouvement des poissons. Les poissons se tournent en direction de l'océan. Il semble qu'il y a quelque chose qui arrive. Et là, le mec, qui est en train de taper à la machine à écrire ou sur son PC, bref, on ne sait pas vraiment, il constate effectivement que ces poissons, ils ont un comportement bizarre. Et là, les poissons se retournent en direction de la porte d'entrée. Et la page d'après, police! Bam! Aquaman qui déboule dans le salon. Ni une ni deux. C'est ce genre de petits détails qui me fait kiffer. Et là, tu comprends que le personnage ne fait qu'un avec son environnement. Autre chose, une scène dans laquelle Aquaman interagit avec des scientifiques qui sont en train d'étudier des corps dans mes souvenirs. Ils sont à la surface dans une morgue ou dans un centre hospitalier, je ne sais plus vraiment. Et en plein milieu de la conversation, Aquaman se tourne vers un robinet, il se dirige vers un lavabo et en fait il s'hydrate, il se mouille le visage, quoi. Voilà. Sans que ce soit stipulé dans les dialogues, sans que ce soit répété ou rappelé, sans que ce soit forcé. Une fois de plus, c'est extrêmement naturel. Pendant ce temps-là, il continue sa conversation. Il n'y a personne qui lui fait remarquer « Ah oui, c'est vrai Aquaman, tu es obligé de te réhydrater toutes les 2 heures ?» Non. Tout ça est parfaitement organique en fait. Et c'est ça qui est génial. Et c'est comme ça tout du long. Et quand je vous dis que pour moi, Will Pfeiffer a parfaitement compris l'essence des super-héros qu'il nous racontait ici, c'est qu'il fait intervenir Batman. Et une fois de plus, il faut rendre aussi à César ce qui est à César. Patrick Gleason au dessin qui est très bon, même si je trouve son trait peut-être un peu trop carré par moment, vous savez, des mâchoires vraiment cubiques, les mecs c'est des frigos, ils sont tous comme ça. Je trouve que c'est pas le Patrick Gleason de Batman et Robin New 52, tu vois, où il avait gagné en souplesse. J'ai un peu de mal avec certaines morphologies, certaines anatomies. Par contre, le duo Patrick Gleason, Will Pfeiffer, pour représenter les super-héros, donc on a parlé d'Aquaman avec ses animaux qui s'éclatent. Regardez Batman, il reste constamment dans l'ombre. On voit jamais un bout de son visage. C'est exactement comme ça que je me représente Batman pour moi, tu vois. Voilà. Et quand il repart, eh ben, on n'a pas vu ne serait-ce que la peau qui est autour de ses lèvres. Vous savez, la partie perceptible de son visage, généralement, qu'il a sous le masque. Là, on la voit même pas. Je vais être beaucoup moins dithyrambique pour le tome 2, les petits gars. En fait, le gros problème de cet arc Sub Diego, de cette période, c'est qu'elle a été écrite par plusieurs mains. On a donc Will Pfeiffer qui fait un travail absolument incroyable, qui va poser des enjeux d'entrée de jeu. Par exemple, juste des familles qui sont complètement déchirées. Voilà. T'imagines bien que, je sais pas moi, la daronne, elle reste à la maison pendant que le père emmène les gosses au zoo. Le séisme frappe la ville. Le zoo se retrouve sous la flotte. Les gamins et le daron mutent et parviennent à respirer sous l'eau, mais du coup ne peuvent plus ressortir à la surface. La famille est complètement déchirée, quoi. Donc il y a de ça dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a de l'enjeu familial, il y a du drama, et ça on aime le drama ici, vous le savez. Ça permet d'avoir du sentiment en fait dans un récit. Autre que, il y a des extraterrestres qui vont attaquer la ville, voilà, on est largement au-dessus de ça, et moi j'aime, il y a de l'émotion en fait, tout simplement, il y a de l'émotion, premièrement. Et deuxièmement, il y a quand même une menace qui pèse, qui reste juste palpable en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, peut-être une organisation secrète, peut-être tout autre chose. Il y a quelque chose qui n'est pas normal parce que tout ne nous est pas directement expliqué. Pourquoi le séisme? Pourquoi les gens qui développent des branchies, etc., etc. Et tu sens que tout ça viendra à point à qui sait attendre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que ce qu'a commencé Will Pfeiffer, il ne le termine pas. Et ça va être d'autres scénaristes qui vont s'en charger, plus ou moins. Déjà, on a John Ostrander qui revient juste après le départ de Will Pfeiffer pour écrire encore 2 épisodes qui sont pour le coup dans la continuité de Sub Diego, mais qui sont oubliables. Et directement, tu sens qu'il y a une baisse de niveau qui s'opère. Et d'ailleurs, l'arrivée de John Ostrander, elle s'opère à la fin du tome 1. Et déjà à la fin du tome 1, tu sens que ça s'essouffle. Et puis dans le tome 2, on a John Arcudi au scénario, suivi de Mark Guggenheim. Alors Mark Guggenheim, lui, il s'emmerde pas, il va juste se charger d'un tout petit arc en 2 épisodes, avec un serial killer qui opère dans les rues de Sub Diego, etc. C'est extrêmement basique, mais c'est efficace, c'est peut-être la meilleure chose que j'ai vue là-dedans, dans le tome 2. Par contre, pour ce qui est de la main storyline, eh ben, c'est John Arcudi qui s'en charge. D'ailleurs, Patrick Gleason n'est plus aussi présent dans le tome 2 qu'il ne l'était dans le tome 1. Il est pas mal remplacé par alors c'est Andy Clark, et c'est pas beau. Là, on passe d'un Aquaman qui était tout en muscle, peut-être trop en muscle,
un Aquaman anorexique. Donc là, il y a des soucis, quoi. Là, il y a des soucis. Regardez, il a le visage émacié, il est pas beau. Mera est absolument dégueulasse. Alors, on va nous expliquer que Mera est dégueulasse physiquement parce qu'en fait, bon, c'est expliqué, elle est pas bien à ce moment-là. Au niveau de sa santé, il se passe des choses, voilà. Sauf que quand elle reprend du poil de la bête, elle reste dégueulasse. Donc en fait, non, c'est juste que le dessinateur est pas bon. Voilà, faut dire les choses. Bref, déjà au niveau du dessin, c'est pas bon. Quand c'est pas Patrick Gleason, c'est vraiment pas bon. Puis ouais, quand c'est John Arcudi qui reprend l'intrigue principale, bah le mec s'égare. Et le problème, c'est qu'il est télescopé de plein fouet par Infinite Crisis qui a lieu au même moment. Et donc forcément, il est obligé d'accepter les carcans de la continuité commune chez DC Comics avec Infinite Crisis. Il va falloir faire coïncider les événements de son Aquaman. Et on sent que c'est forcé. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Tout ce passage avec le Spectre là. Alors c'est lié à Infinite Crisis. À ce moment-là, le Spectre, il est en train de détruire toutes les puissances de magie dans le monde. Alors j'ai lu Infinite Crisis il y a un petit moment, mais dans mes souvenirs, c'était ça. Donc forcément, il s'attaque à l'Atlantide. Mais tu sens que c'est pas naturel, tu sens que ça n'a pas vraiment grand chose à foutre là. Tu sens qu'Infinite Crisis prend trop de place en fait dans cette série Aquaman. Prend beaucoup trop de place et que John Arcudi peut pas vraiment faire ce qu'il veut. Et c'est cruel parce que bah, du coup il arrive même pas à terminer convenablement ce qu'avait entamé Will Piper. Voilà. Il y a vraiment une impression de non-fin. Et pour en avoir parlé avec le poteau Anto, qui l'a lu aussi, il m'a expliqué exactement la même chose. Son ressenti est le même. Il a l'impression qu'il n'y a pas de fin, quoi. C'est très étrange. Tout ça est balayé par Infinite Crisis. Ciao, au revoir, on n'en parle plus. Et là où c'est d'autant plus dommageable, c'est qu'à la fin, il est censé avoir des enjeux extrêmement élevés, avec beaucoup de personnages principaux qui meurent, beaucoup de personnages vraiment importants qui meurent, qui sont censés disparaître dans des circonstances tragiques. Et ça n'a suscité chez moi, qui suis pourtant un grand fan de cet univers, aucune émotion. Parce que ça a été traité par-dessus la jambe. Donc c'est vraiment problématique. Le tome 1 est un must-have. C'est très clairement tout ce qu'a écrit Will Piper. Ça fait partie des meilleures histoires sur le personnage. Et je le répète, Aquaman n'a jamais été aussi bien écrit que par Will Piper. Donc c'est vraiment très intéressant pour découvrir Aquaman. D'autant plus qu'il est délesté d'une grosse partie de son lore dès le départ. Donc du coup, ça permet vraiment de se familiariser avec lui petit à petit. Donc c'est très bien pour un débutant, on va dire. Et même pour un gars qui n'est pas débutant, je me comprends. Mais le problème, c'est le tome 2, quoi. Alors, Urban va jusqu'à la publication de l'épisode 39 de ce volume 6. Il faut savoir qu'à partir de l'épisode 40 jusqu'à l'épisode 57, qui sera le dernier de ce volume 6, on part sur un arc tout autre, avec une nouvelle version du personnage. Cet arc, ça s'appelle Sword of Atlantis. C'est une histoire qui peut se lire complètement à part, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà lu, qui est complètement hors continuité. Et Sword of Atlantis, pour ma part, je ne l'ai pas encore lu. Mais Sword of Atlantis, voilà, c'est disponible en un TPB et le reste en issues. Et ça, c'est un vrai problème. Avant de parler de l'époque de Geoff Jones, justement, je voulais revenir là-dessus. Pour moi, le plus gros problème sur Aquaman, et c'est carrément méta, ce que je vais vous dire, c'est carrément méta. Le plus gros problème sur Aquaman, c'est que c'est toujours fini à la pisse. Que ce soit dans ses aventures ou que ce soit dans sa publication. Si on prend l'exemple de la mort du prince. Après l'événement en question, donc la fin de l'arc de David Michelinie, c'est Paul Kupperberg qui reprend les manettes. Paul Kupperberg, il va essayer de nous expliquer ce qui s'est passé pendant l'événement en question. Aqualad qui part à la recherche de ses origines pour découvrir qui il est réellement, ça c'était pas trop mal. Mera qui va essayer de tout faire pour sauver son bébé, qu'elle pense encore sauvable, alors qu'Arthur, lui, il est en pleine vendetta personnelle contre Black Manta, ok. Mais tu sens que tout a été fait, et là ça va être compliqué de rebondir. Tu sens qu'il y a une page qui s'est tournée et Paul Kupperberg il va pas mal galérer quoi, à relancer de l'intérêt pour Aquaman. D'ailleurs la série va s'arrêter à l'épisode 63 et elle ne redémarrera plus. Ensuite le run de Peter David par exemple. La fin est bâclée, le mec avait développé des sous-intrigues qu'il ne pourra pas mener à leur terme parce qu'il se barre sur un coup de tête, prise de tête avec la direction, le mec fout le camp, différent artistique comme il aimera le dire d'ailleurs. Donc le run le plus intéressant sur le personnage qui se termine en queue de poisson. Putain, sans déconner, c'est la malédiction d'Arthur. La malédiction d'Arthur, c'est d'être un putain de tritonien en fait, d'avoir une queue de poisson, sans déconner. Après, on arrive sur donc Waterbearer, voilà, donc un TPB pour les 6 premiers épisodes.
Et ben puis le reste, tu vas te le procurer en issues. Voilà. Tout comme Aquaman par Peter David d'ailleurs. T'as 2 TPB, t'as la moitié de la série, puis le reste démerde-toi. À chaque fois, ça commence bien et ça termine en queue de poisson. C'est exactement ce qui se passe pour Sub Diego. Ça commence très bien, Will Piper c'est magistral, et ça se casse la gueule. Quand c'est plus lui qui écrit. Ça c'est la malédiction du personnage, croyez-moi. Croyez-moi. Bref, parenthèse refermée, on va passer sur une période que vous connaissez particulièrement, très disponible sur Urban Comics évidemment, tout ce qui est New 52, Flashpoint et post-Flashpoint. Donc là, Geoff Johns il arrive sur le personnage et il fait ce que personne n'a osé faire depuis 1959. Balayer tout ce qu'il y avait sur la table. Bam, un revers de main comme ça. Tu dégages tout là, les assiettes sales pleines de trucs, pleines de crasse, tu sais, que même le lave-vaisselle il va galérer à enlever. Les verres pleins de vin, la nappe pleine de taches de coca. Il dégage tout, il tire la nappe, il en remet une propre, il remet un couvert propre. Voilà. Reboot complet du personnage. Alors, chez Urban Comics, c'est publié... Je parle de l'ère Geoff Johns, attention. C'est publié de base dans ces 3 fascicules. 3 fascicules d'El Prado, tu sais. Cette semaine, le numéro 1. On est sur des petits bouquins, ouais, entre 15 et 20 balles, quoi. C'était donc à l'époque des New 52, c'était au tout début d'Urban Comics, c'était le format Renaissance. Format que j'aime beaucoup. Et pas que, puisqu'il va vous falloir compléter ces 3 bouquins avec le tome 3 de la série New 52 Justice League. Et d'ailleurs, quand on l'ouvre, on peut se rendre compte qu'on a des épisodes de la série Aquaman, en fait. Tu vois. En fait, là-dedans, tu as des épisodes de la série Justice League et tu as des épisodes de la série Aquaman. Tu vois, par exemple, ici, hop là, un petit Aquaman 14 qui pop. Donc en fait, cet épisode 3, hop, il va avec cela. Ça dépareille la collection, ça fait chier, mais c'est comme ça. Donc, tome 1, tome 2, tome 3 Aquaman, plus tome 3 Justice League. New 52. Maintenant, c'est un peu plus simple parce que ça a été réédité en intégrale, et donc vous avez 2 intégrales. Une intégrale avec le début du run de Geoff Johns, et l'intégrale 2 avec la fin du run de Geoff Johns et le run de Jeff Parker dont on va parler juste après. Oula, faut que je boive. Faut que je m'hydrate là. Parce que j'ai du venin à cracher. Dans pas longtemps. Parce qu'on va arriver sur Jeff Parker et Killing Sud Iconic. Donc il faut que je crée mon venin en fait. Tu vois. Geoff Johns c'est génial. C'est un des meilleurs runs sur le personnage. C'est frais. C'est moderne. C'est beau. C'est plein de lumière, plein de couleurs. C'est Ivan Reis au dessin. Quand c'est pas Ivan Reis, c'est Paul Pelletier. Donc c'est absolument sublime. J'ai peut-être pas pris le tome le plus... quoi qu'il, regardez-moi cette double page, elle est incroyable. Geoff Johns, il revisite un petit peu le lore d'Aquaman. Déjà, il épouse l'origin story de 59, le gardien de phare et Atlana. Il inverse les rôles, parce qu'en 59, c'était le gardien de phare, Tom Curry, qui sauvait Atlana. Et là, c'est Atlana qui sauve le gardien de phare. Bref. Mais voilà, on sent très bien qu'il s'inspire de l'origin story du Silver Age, qu'a repris d'ailleurs James Wan dans son film. Et en très gros, parce qu'a fait James Wan dans son film, c'est très inspiré des New 52, notamment de l'époque de Geoff Johns. Il a réécrit Ocean Master, il en a fait un nationaliste Atlante. Il n'a jamais été aussi bien écrit Ocean Master que sous la plume de Geoff Johns, vraiment je le pense. Là il est incroyable, cet orme. J'aimais bien celui de Peter David aussi, mais là il y a le côté en fait politique qui va avec, et du coup ça creuse davantage le personnage en fait. C'est pas juste le super vilain qui est Aquaman du plus profond de son être, c'est aussi un mec qui est passionné et un profond amoureux de sa patrie. Donc moi je l'aime bien ce perso quelque part, tu vois, même si ça reste un salopard qui fait beaucoup de saloperies. Oui, un salopard qui fait beaucoup... Bref. Paul Pelletier. C'est pas la première fois qu'Aquaman est représenté assis dans son trône, avec autant de désinvolture. T'as l'impression, comme disait le poteau G sur la vidéo qu'on avait fait ensemble, qu'il est littéralement écrasé par le poids des responsabilités qui s'abat sur lui. Mais j'aime beaucoup, quoi. C'est pas la première fois qu'on le voit dans cette posture, mais en tout cas, c'est la plus belle. Très clairement, c'est la plus belle. Puis c'est très poétique, dans le dessin, aussi dans la destinée du héros qu'on suit depuis son adolescence. Donc voilà, c'est un hymne à l'aventure. Moi ça me donne envie de voyager, ça me donne envie de découvrir les fonds marins. Les fonds marins n'ont jamais été aussi bien dépeints, aussi bien exploités et aussi bien représentés dans une histoire Aquaman qu'à l'époque de Geoff Johns et d'Ivan Reis. C'est sublime. Je suis pas trop fan de ce qu'il a fait du lore d'Atlantide, qu'il a un petit peu remanié, hein. C'est plus la Atlantide de Peter David, il a un petit peu réécrit Atlan aussi. Moi je suis plus de l'école Peter David, très clairement.
mais j'apprécie quand même beaucoup ce qu'il a fait, c'est quand même très bien. Voilà. C'est Geoff Johns, il maîtrise son sujet, de toute manière, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc évidemment, c'est un must-have. Les New 52 par Geoff Johns, c'est vraiment une des lectures les plus accessibles, je pense, et peut-être la lecture d'entrée qui me paraît la plus logique sur le personnage. D'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà lu. C'est un classique. C'est devenu un classique avec le temps, le Aquaman de Geoff Johns, en fait. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Ça sera peut-être pas autant reconnu que son Flash ou que son Superman, mais en tout cas, il a quand même marqué le personnage de son empreinte et ça me fait vraiment plaisir en tant que fan d'Aquaman. Le problème, malédiction d'Aquaman, la queue de poisson, et ben Geoff Johns, il va pas au bout. Il va pas au bout et en fait, il laisse une fin ouverte avec des enjeux sympas sur le papier qui auraient pu être repris par son successeur, à savoir Jeff Parker. Sauf que Jeff Parker, quand il arrive, lui, c'est cassez-vous de là. Hop, voilà, il s'assoit dans le canapé, le mec a pas dit bonjour, il t'a rien apporté, tu sais. FDP quoi. FDP, enfin bref. C'est de la merde. Le tome 4 et 5 d'Aquaman, donc ça sera disponible dans votre intégrale 2, c'est-à-dire que vous allez savourer la fin du run de Geoff Johns, et juste après, vous avez la merde quoi qui arrive. C'est de la saloperie. C'est le pire truc que j'ai pu lire sur Aquaman, vraiment. Et j'ai quasiment tout lu sur Aquaman. J'ai lu toutes les séries principales en tout cas. C'est le pire truc. Le mec te fait un crossover qui n'a ni queue ni tête avec Wonder Woman, juste histoire de voir Aquaman et Wonder Woman décalqués du monstre sorti de la mythologie grecque, ce qui ne fait aucun putain de sens. Le personnage est stupide. C'est-à-dire que le mec il doit interagir avec le Swamp Thing et quand il va le chercher, et ben il fout la merde. Il va chercher le Swamp Thing dans un marais, il fout la merde. Et puis il y a une autre scène aussi où il va chercher le Swamp Thing sous la flotte et il lui envoie des hordes de mammifères marins pour le brouter. T'as des mammifères marins qui s'amusent à brouter le Swamp Thing, tu sais. Donc t'as le Swamp Thing qui est là, qui galère, qui souffre, c'est la merde pour lui. Arthur, c'est pas censé être roi d'Atlantide là? Le dialogue, l'écoute, la compréhension, la diplomatie en fait, non? Non, t'es devenu un gros demeuré. Il est devenu tellement demeuré que le mec, si tu veux, il planque son putain de trident d'Atlan. Tu vois, la relique d'Atlantide, le truc épique, quoi. Son arme ultime, qui est tellement craqué qu'il va pouvoir ouvrir des portails interdimensionnels, donc c'est pas rien. Il planque son trident d'Atlan dans son armoire à chaussures, dans le phare d'Amnesty Bay, cet abruti là. Donc le premier tocard de cambrioleur qui vient dans le phare, bah, il se barre avec le trident. Voilà. Donc il y a un gros souci de caractérisation. J'ai pas là du tout l'impression d'être dans la même continuité que Geoff Johns, si tu veux. Il y a un écart qui se crée entre ce qu'a laissé Geoff Johns et ce que lui fait, qui est aberrant. Pour le coup, c'est la fosse des Mariannes. C'est la fosse des Mariannes. C'est abyssal, quoi. Oh, c'est une catastrophe. C'est pas du tout intéressant ce qu'il nous raconte, un voyage à travers des dimensions parallèles. Et puis au final, Aquaman se retrouve dans un peu comme dans le film, là, vous savez, à la fin, il arrive dans une dimension peuplée de dinosaures, et puis il retrouve sa mère. Du coup, on casse le délire que sa mère est morte. Enfin, il y a plein de choses qui me cassent les couilles. Et du coup, je ne les conseillerais pas. Voilà, donc si vous avez possibilité d'acheter les anciennes éditions, ça serait peut-être plus logique, même si ça dépareille votre collection. Comme ça, vous achetez tome 1, tome 2, tome 3 de la série Aquaman et tome 3 de la série Justice League, et vous économisez Jeff Parker. Voilà, vous économisez votre argent et votre temps. Par contre, si vous avez accès qu'aux intégrales, et ben, peine perdue. Je suis désolé pour vous. Voilà. En plus, Jeff Parker, c'était bien pire que ce qu'il y a eu après, hein. Vous savez, généralement, plus on avance dans une série, et plus la qualité se dégrade. Et ben là, non. La qualité s'est dégradée d'un coup, et après, ça a monté un petit peu à la hausse avec Cullen Bunn et Dan Abnett sur la toute fin, mais ça, malheureusement, ce n'est pas disponible pour vous en VF. Alors, j'ai l'impression de faire la météo, là. Alors, des cumulus, bref. Ouais, là, on arrive sur les cumulus, effectivement, on arrive sur la grosse intempérie. Aquaman Rebirth. 8e volume, puisque New 52, c'était le 7e. Aquaman Rebirth, 8e volume, donc 6e ongoing. Ouf. Dan Abnett qui s'est préparé le terrain à la fin des New 52 parce qu'il a écrit 3 ou 4 épisodes à la toute fin de l'ère précédente. Comme ça lui permet de faire la transition sur Rebirth. Donc Rebirth, c'est un relaunch, pas un reboot. C'est-à-dire qu'on prend en compte la continuité de Geoff Johns. Hein. Le mec a toujours d'excellentes idées. L'ambassade Atlante, qui explose au bout de 2 épisodes. Le roi qui est piégé dans sa propre ville et que tout le monde croit mort. Donc il y a un côté un peu Minority Report sous la flotte. T'es dans une ville qui est complètement fermée parce que l'usurpateur du trône, Corim Rath,
il a remis le dôme à l'ancienne, donc ça c'est cool, le dôme à l'ancienne. Donc du coup, tu peux pas t'échapper de la ville. Tout le monde te veut pour mort. D'ailleurs, tout le monde te croit mort. Donc t'as intérêt à rester mort aux yeux de tous. Par contre, il faut quand même renverser le pouvoir en place. Ça, c'est hyper stylé sur le papier, bordel. Et bah c'est bâclé. C'est bâclé. Corumras, qui était un super vilain ultra charismatique. Alors c'est un espèce de mec qui vote Mélenchon, si tu veux, issu des bas quartiers, et qui prend le contrôle de force, et qui devient un dictateur. Donc en fait, gros stéréotype. Gros stéréotype du mec qui devient forcément un tyran, un FDP, quoi. Et il était stylé, tu vois, Corumras. Est-ce que je vais pouvoir trouver un petit visuel? Voilà, je suis pas dans la bonne série. Il avait de la gueule. Tiens, on le voit ici, là. Il avait de la gueule et il a fallu que Danamnet en fasse une espèce de gros monstre magique à la fin du run, dégueulasse, qui ressemble à rien si ce n'est à un gorilla, à un sous-gorilla Grodd. On justifie beaucoup de choses avec la magie en plus, parce que c'est très porté sur la magie, notamment la deuxième partie du run. Moi j'avais beaucoup apprécié à l'époque le tome 3, qui promettait de grandes choses. Le problème c'est que ça n'a pas suivi avec le tome 4 et 5. Mais le tome 3 promettait vraiment ce côté un peu thriller en huis clos, et c'était vachement haletant, j'avais beaucoup aimé le tome 3, et puis c'est le bouquin qui m'a permis de découvrir l'art de Stjepan Sejic. Voilà, alors oui c'est du numérique, oui ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi en fait je m'en fous, je trouve ça magnifique. Je trouve ça incroyable. Moi quand je tournais à chaque fois les pages là, j'étais mais waouh, regardez-moi cette Mera. Stjepan Sejic ça envoie le pâté sans déconner quoi, c'est juste sublime. Oh là là. Il y a de ces doubles pages qui éclatent la rétine quoi. Donc c'était magnifique, l'histoire en elle-même j'ai trouvé vraiment cool, vraiment prenante, vraiment haletante. Et puis ben, ça s'est très vite cassé la gueule à partir du tome 4 et du tome 5 avec cette histoire de magie omniprésente, ce Corumras qui devient un gros monstre débile de jeux vidéo. Alors, enfin, voilà, c'est chiant. Donc je ne conseille pas en fait. En fait, Danamnet, c'est toujours les bonnes idées, jamais la réalisation qui va avec. Il a une idée au tout début du run d'un thriller en huis clos, je dirais même plus d'un survival horror en huis clos. Donc c'est un mélange d'Alien et du film avec quelqu'un à la peur bleue. Donc tu as des soldats qui sont piégés dans une base aquatique sur la flotte, complètement isolés du reste du monde, quoi. Et tu as une créature qui a été créée par Danamnet à la fin des New 52 qui s'appelle Deadwater, qui est assez stylée, assez impressionnante, assez menaçante, très dangereuse. Gros monstre, quoi. C'est un gros alien le truc, qui arrive à se téléporter dans la moindre goutte d'eau, donc c'est craqué. Et en fait, il y aurait quelque chose à faire avec ça. Tu vois, fermer tous les robinets, s'assurer d'essuyer chaque flaque d'eau, chaque machin. Mais en fait, il n'en fait rien. Il n'en fait rien. Pour moi, pour faire un bon thriller en huis clos, un bon survival horror en huis clos, il faut développer les personnages. Il faut les approfondir. Il faut que le spectateur se prenne d'affection pour certains d'entre eux ou en haïsse d'autres. Il faut développer un lien entre celui qui lit et les personnages du comics ou entre celui qui regarde et les personnages que tu as dans un film. Il faut qu'il y ait ce lien, il faut que tu ressentes leur terreur, et puis il faut surtout adopter un rythme très lent. Voilà, pour moi tu racontes une histoire d'horreur de manière extrêmement lente, tu prends le temps de tout positionner, et quand ça doit partir, ça part. Meilleur exemple, Halloween 1978 de John Carpenter. Tout est positionné pendant 3/4 du film, et quand ça part, ça part. Voilà. Moi c'est comme ça que tu construis une bonne histoire horrifique. Et là, malheureusement, ça va beaucoup trop vite. C'est bâclé en 1 ou 2 épisodes. Pour moi, ça aurait nécessité au moins 6 épisodes, un truc comme ça, vraiment. Hein. T'aurais pu faire un TPB juste là-dessus, quoi. Survival horror en huis clos, avec une bestiole qui se TP dans les gouttes d'eau, bordel. Putain, mais sur le papier, ça donne grave envie, quoi. Bonne idée. Et c'est bâclé. Voilà, réalisation. Tac, ça dégage. On se donne pas les moyens. On se donne pas les moyens. Et c'est ça tout le long. Tout le long, c'est comme ça. Puis alors cette fin catastrophique aussi, j'ai oublié de vous le dire, avec la Suicide Squad, putain de Suicide Squad de merde, la menée par cette petite conne d'Harley Quinn. La meuf, elle a un tuba, des palmes et une bouteille d'oxygène, et puis des lunettes de plongée achetées chez Decathlon, et la nana, elle est persuadée qu'elle va pouvoir, avec son équipe de branques, faire péter l'Atlantide, quoi. S'introduire en Atlantide pour la faire péter de l'intérieur. Mais le pire, c'est qu'ils y arrivent, cette bande de bâtards. À quel moment la dérive, l'armée royale Atlante, elle permet ça? Elle permet à des tocards menés par Harley Quinn de s'infiltrer dans leur royaume. C'est n'importe quoi, c'est du bullshit. Tout ça parce que la Suicide Squad, c'est vraiment l'équipe, c'est l'équipe à la mode, machin. Donc il faut pas que ça déçoive les fans. C'est une catastrophe, c'est de la merde.
Début de run pas mal, des bonnes idées, jamais bien réalisées, et la fin catastrophique. Voilà ce que je dirais de Aquaman Rebirth par Dan Abnett. Est-ce que je vous le conseille du coup? C'est un investissement assez conséquent quand même. Hein. Je pense que vous feriez mieux de garder votre argent pour autre chose. Et enfin on arrive sur Arthur Curry Aquaman. Quand je vous disais de garder votre argent pour autre chose, c'est pas pour Arthur Curry Aquaman. Toujours Air Rebirth, qui est l'issue des coniques qui prend la suite de Dan Abnett sur Air Rebirth, tout simplement. C'est juste qu'Urban a décidé de republier ça à partir d'un tome 1. On est sur un arc scénaristique tout autre. Donc pourquoi pas repartir sur un tome 1, ça me paraît logique et justifié. Alors, comment raconter ça? Faut que je boive un coup de flotte parce que j'ai du venin à fabriquer là. Aquaman est retrouvé inconscient sur la plage d'une île déserte. En tout cas, une île qu'on pensait déserte avant de se rendre compte qu'elle est peuplée par des individus très étranges. On apprendra d'ailleurs de ces individus qu'il s'agit de demi-dieux de la mer, dans une mythologie complètement inconnue de l'homme, ou alors un truc ancestral. Donc Aquaman, il est recueilli parmi ces gens très très bizarres dont on ne sait rien, et en fait, donc l'issue des coniques ne va rien nous raconter. C'est ça son principal problème, c'est qu'elle prend pas le putain de temps d'installer ses personnages, bordel de merde. Elle expédie son lore, sa mythologie et ses personnages d'un coup de pied au cul, terminé, au revoir, on n'en parle plus. Et donc Aquaman, il est amnésique, tellement amnésique qu'il a peur de l'eau. Il a peur de l'eau, il n'ose plus retourner dans la flotte parce que il sait pas qu'il peut respirer sous l'eau, il sait pas qu'il a cette capacité incroyable à communiquer avec toute forme de vie aquatique. Il en a aucune idée. Il se rappelle plus de sa femme, il se rappelle plus de rien, il est amnésique. Donc il va devoir faire tout un voyage initiatique, tout en métaphore, tout en voyage dans des esprits, machin, un truc d'autres dimensions à la con là, pour savoir qui il est, pour retrouver la mémoire. Voilà. Je suis vraiment obligé de continuer à parler de Kelly des coniques là. Je suis embêté de vous parler de ce truc parce que les 3 bouquins, je les ai lus. Ouais, donc je vais vous les montrer quand même. Hein, voilà. Tout s'est cassé la gueule. Tout s'est cassé la gueule. Ça aussi, c'est méta. Ces 3 bouquins là, je les ai lus, achetés et lus Day One. Donc ça remonte à 2 ou 3 ans en arrière, peut-être même un peu plus. Quoi qu'il arrive, j'en avais pas de grands souvenirs. D'ailleurs que des réminiscences très péjoratives. Ouais, j'avais pas envie d'y lire. Et puis ce matin, avant de faire la vidéo, je me suis dit, allez, je vais me mettre un coup de pied au cul et je vais leur donner une seconde chance. J'ai lu le tome 1 dans son intégralité. On est quand même sur l'histoire d'une déesse de la mer qui se met en couple avec... Non, une déesse du sel qui se met en couple avec le dieu de la mer. C'est les 2 premiers dieux ancestraux, il n'y en avait pas avant, il n'y avait rien d'autre. Ok ? À la création, il n'y avait rien d'autre. Donc déjà, est-ce que ça, c'est raccord avec le lore de DC à ce moment-là? Enfin bref. De leur union naît plusieurs petits dieux. Donc le dieu du vent, le dieu de la terre, le dieu du feu. Et en fait... il s'avère que les petits dieux, les enfants, tuent leur père, tuent le dieu de la mer. Ce qui rend folle furieuse la déesse du sel, on peut le comprendre pourquoi, qui va créer un monstre, alors on parle de monstres mythologiques, hein, des trucs qui ressemblent à rien, quoi, indescriptibles. Tu vois. Elle va créer ce monstre pour bouffer en fait ses enfants, mais eux ils vont gagner le combat, et du coup elle va se barrer en exil. Et pour se faire pardonner d'avoir tué leur père, ils vont créer l'humain. Ça, c'est expédié en 3 pages. Allez, prends ça dans la gueule, fais avec. Ok. En fait, ton lore, en plus d'être complètement tarabiscoté, il m'intéresse pas. Mais vraiment, il m'intéresse pas. En fait, la pauvre Kelly des coniques, si tu veux, elle écrit des trucs avec une certaine... En fait, c'est ça qui me dérange, c'est que... Par moments, c'est grandiloquent, en fait, pour rien. Tu sais, ça se la pète. En fait, il n'y a rien de fantastique, meuf. C'est nul, ton histoire avec tes dieux qui se bouffent entre eux, là. C'est naze, quoi. Enfin, c'est pourri, quoi. Et une fois de plus, elle prendrait le temps de tout développer, ce lore, mais c'est envoyé en 2 pages, là, et tiens, mange les dieux, mange les monstres,
Tu te retrouves avec des dragons sous-marins, avec des trucs qui ressemblent à rien. Putain, je peux prendre n'importe quelle page au pif dans ce putain de bouquin, il y a forcément une créature qui ressemble à rien. Il y a forcément une créature qui ressemble à rien. Bah là, alors là oui, il y en a une qui ressemble à rien, elle est là. Voilà, elle se fait péter la gueule. Voilà. Tu vois, je peux prendre n'importe quelle page dans ce putain de bouquin, tac, il y a forcément un truc qui ressemble à rien. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Hop, et voilà, et j'ai encore gagné. Trop de personnages, pas expliqués, expédiés, alors dégueulasse. Allez, on n'en parle plus. Et puis du coup, le tome 1 relu, je me suis aventuré sur le tome 2, donc j'ai lu la moitié, il est un peu plus conséquent, donc du coup, j'ai pris sur moi, quoi. Je suis arrivé à la moitié du tome 2, j'ai plié les Gaules, j'ai tout arrêté, j'ai reposé le truc, ce n'est pas pour moi. Kelly Sue DeConnick, ce que j'ai lu d'elle, que ce soit son Aquaman, sa Wonder Woman Historia, je suis désolé ma grande, mais ça ne me parle pas, ce n'est pas fait pour moi, je peux pas, voilà. Bref, il y a des choses comme ça qui s'expliquent pas, c'est pas ce que j'ai lu de pire sur le personnage, vraiment ce que j'ai lu de pire c'est Jeff Parker, parce que c'est vraiment illisible ce truc, mais on n'en est pas loin. Non, il y a Jeff Parker, il y a Kelly Sue DeConnick et au-dessus il y a Bob Rozakis, quoi. Dans la médiocrité, dans les pires auteurs sur le personnage, quoi. Voilà. Et en fait, ce qui pose problème, quand on fait un rapide bilan comme ça, c'est que donc il y a une forte présence d'Urban sur les dernières publications d'Aquaman, sur les dernières ères de publication plutôt, devrais-je dire. Forte présence d'Urban, très bien, ça me va, hein. Mais quand on regarde bien, à part Geoff Jones, c'est que du déchet. C'est que du déchet. Alors après, oui, effectivement, on peut comprendre que ça vende mal Aquaman chez Urban Comics. On peut comprendre que ça vende mal. Quand tu t'es tapé Jeff Parker, quand tu t'es tapé Dan Abnett, et quand tu redonnes une chance et que tu te tapes Kelly Sue DeConnick, tu te dis ce personnage n'est pas pour moi. Là, il devrait y avoir du noir. Là, c'est tout ce qui est Peter David. Même avant Peter David, ça c'est absolument génial. The Legend of Aquaman, c'est excellent. C'est le Aquaman post-Crisis, en fait. En fait, c'est le Aquaman, The Legend of Aquaman, là, c'est Aquaman ce qu'a été The Man of Steel de John Byrne à Superman. Voilà. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça, c'est excellent. Une grosse partie là est excellente. Là, il manque du noir ici. Il devrait y avoir moins de noir ici et beaucoup plus de noir ici, en fait. Voilà. Donc, pour résumer, La Mort du Prince, obligatoire. Vous êtes obligés d'y passer, les petits gars. À moins que vous voulez juste vous offrir une petite lecture sympa, voilà, histoire de vous détendre un petit peu. Ça, c'est vraiment pour des gens qui veulent entreprendre un vrai voyage. Ceux qui veulent aller sur le personnage, qui veulent lui laisser une chance. Commencez par ça, obligatoire. Avec le travail de recul, comme j'expliquais. Sub Diego, le tome 1, un incontournable. Will Pfeiffer nous écrit de la plus belle des manières le personnage d'Aquaman. C'est évidemment que c'est à lire. Le tome 2... Vu qu'il n'y a pas vraiment de fin, en fait, à cet arc Sub Diego, est-ce que ce serait pas plus mal que de se contenter uniquement du tome 1? Parce que dans le tome 1, vous n'allez pas avoir la fin de l'arc. Mais de toute manière, vous ne l'aurez pas dans le tome 2 non plus. Donc en fait, pour une question d'économie, je pense que vous pouvez au moins vous prendre le tome 1. Et éventuellement après, vous verrez. Voilà. Geoff Jones, must have, obligatoire. Je pense que de toute manière, vous l'avez tous déjà lu ou vous l'avez tous en votre possession. Et tout ce qui vient après, je suis désolé Urban, hein, mais... je peux pas conseiller aux gens d'investir dans autant de livres parce que franchement, il n'y a rien qui reste dans les mémoires. Voilà. Il n'y a rien qui reste dans les mémoires post-Geoff Jones. Je pense à l'heure actuelle que Geoff Jones c'est le dernier bon auteur sur Aquaman. Et là où ça me pose problème, c'est que ça date de 2016 en fait. Non. Ça date de 2014. Voilà. C'est-à-dire que ça va faire 10 ans l'année prochaine qu'on n'a pas eu, en ce qui me concerne, de bons récits Aquaman. Merci à vous tous les petits gars pour avoir suivi cette vidéo. Voilà, je voulais la faire concise, je voulais la faire rapide, limpide, etc. Mais j'y suis pas arrivé. Moi, les vidéos courtes, je ne sais pas faire malheureusement. J'en suis navré. Quoi qu'il arrive, c'était un plaisir pour moi de présenter tout ça en fait. Et voilà, et j'espère que ça a peut-être pu vous donner des petites idées. Pourquoi pas pour Noël, parce qu'il est encore pas trop tard. Je suis Urban Comics, je pense qu'Aquaman il a bien besoin d'un petit coup de pouce. Ok, donc... voilà. J'espère que mes conseils sont pas tombés dans l'oreille de sourds. Allez, ciao les amis. Meow.
Oh chérie, je vais me coucher, hein. What? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Comment ça se fait que ça a allumé ça? What the fuck? Putain, ça fait flipper quoi. Hein? La caméra aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bordel là? Y'a quelqu'un? Allô? Quoi? C'est vous les zingues? J'entends pas, putain. Je vous vois pas. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Putain, c'est vous les zingues. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais ça va pas me faire chier à des heures pareilles? Complètement ravagé, eux. N'importe quoi. Putain, mais c'était pas là, ça. Ça, c'était pas là tout à l'heure, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain. Aquaman Andromeda. Par Ram V et Christian Ward. Collection DC Black Label. 168 pages pour la somme de 17 €. Mais j'en ai pas parlé de ce truc. Putain, mais oui. Mais j'avais complètement oublié. Ah bah si j'ai oublié, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est peut-être que je considère pas ça comme une lecture Aquaman, hein. Bon. Alors on est sur un thriller en huis clos. Voilà, avec des gens qui sont prisonniers dans un vaisseau sous-marin. Et on a Aquaman qui fait des apparitions assez spectrales, assez fantomatiques. Il est représenté comme un esprit de la mer, en fait, comme un dieu presque. Avec cette armure qui ressemble plus à une carapace, en fait. Hein, voilà. C'est de la chitine, c'est du corail, on sait pas trop. Voilà, elle est toute rouillée. Aquaman ne fait qu'un avec l'océan dans cette aventure. Il est complètement dépouillé de son lore habituel. Voilà, on ne parle que d'Aquaman, mais pas du Aquaman traditionnel, je sais pas, il a quelque chose de beaucoup plus grand en fait, de beaucoup plus éthéré, de moins humain. Alors c'était une bonne lecture en soi, avec une très bonne ambiance à la John Carpenter, hein, donc moi ça me parle personnellement. Et puis alors les dessins de Christian Ward sont absolument sublimes, bien que je trouve l'utilisation des couleurs un petit peu à l'opposé en fait de l'ambiance du récit, qui se veut oppressante. On est sous la flotte, il est censé faire sombre, faire froid, et c'est vrai qu'on a des couleurs assez chaudes. Donc c'est vrai que ça dénote un petit peu. Cela dit, j'ai passé un très bon moment à lire ça. Ouais. C'était pas mal, un petit récit one shot, loin de toute continuité. Ça fait plaisir d'avoir un petit titre Aquaman dans du Black Label, ça change, bien que je considère pas ça comme une lecture Aquaman, comme je viens de le dire, en fait. Est-ce qu'il y a un souci? Pose un problème, mon peignoir? Tête de con, va. Tête de con, va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que ça la donne? Tout ça pour ça, putain. Oh, si t'avais oublié Aquaman Andromeda, c'est inadmissible. Pour un gars qui se dit connaître le personnage, t'as oublié quand même une des dernières parutions chez Urban Comics, elles sont tellement rares pour la souligner. Voilà, il est là, t'es content? Bon, puis de toute manière, je fais des vidéos, j'en ai déjà parlé de ça sur la chaîne. Hein. Je fais pas des vidéos pour les clébards, moi, si tu veux. Voilà, j'en ai assez d'un dans le salon. Je peux aller me coucher, c'est bon? Comment ça marche?